Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le 31e sommet de l'Union africaine qui s'est poursuivi ce lundi à Nouakchott. 4 dossiers majeurs au cœur de cette rencontre entre chefs d'État, notamment la très attendue réforme de l'organisation avec la question brûlante de l'indépendance financière de l'Union africaine dont le financement est actuellement assuré aux 3/4 par les partenaires extérieurs. Pourquoi l'institution a tant de mal à affranchir son budget des donateurs extérieurs? Cette dépendance nuit-elle à la crédibilité de l'Union africaine sur la scène internationale? On en débat dans un instant avec mes invités. 10 nouvelles dessertes en 6 mois, offensive d'Ethiopian Airlines qui, pour poursuivre son expansion, conclut plusieurs contrats avec des compagnies américaines dont General Electric. À suivre également dans notre Zoom Société, la lutte contre le paludisme en 15 ans, l'incidence de la maladie a reculé en Afrique dans des pays tels que l'Algérie ou les Comores, des progrès, mais dans d'autres pays comme l'Ouganda, la maladie continue de faire des ravages. Et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, M. Mpako Auguste, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur associé d'économie à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. À mes côtés également M. Dianzia Horis Armel Bonhoulou, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue. Sur ce plateau également M. Blaise Ndoumbe Youm, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychothérapeute et chef d'entreprise. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Place tout de suite à l'actualité politique. Le sommet de l'Union africaine, la grande messe continentale avec sa très attendue réunion des chefs d'État s'est poursuivie ce lundi dans la capitale mauritanienne. Seule une vingtaine de chefs d'État africains ont fait le déplacement en Mauritanie. De nombreux sujets ont été débattus dans ce sommet ouvert donc dimanche. Lutte contre la corruption ou encore l'autonomie financière de l'UA, Union africaine qui continue de dépendre très largement des donateurs occidentaux. Tchekomar Bandaogo. C'est un sommet de l'Union africaine à grands enjeux qui se tient ce dimanche 1er juillet à Nouakchott, en Mauritanie. 2 jours plus tôt, les travaux préparatoires avaient déjà planté le décor. De la réforme de l'organisation aux différents conflits sur le continent en passant par la zone de libre-échange continentale, ces sujets feront l'objet de discussions avec en toile de fond la question de l'autonomie financière de l'organisation. Sans autonomie financière, notre ambitieux agenda 2063 ne sera qu'un catalogue de bonnes intentions et notre prétention au leadership continental et à l'appropriation africaine, rien d'autre qu'un vœu pieux. Les dirigeants africains devraient prendre des mesures visant à accélérer la mise en place effective de la zone de libre-échange continentale. Déjà, le président en exercice de l'Union africaine, le Rwandais Paul Kagame, avait proposé en ce sens un financement participatif des membres de l'Union. Aussi, l'ancien président de la Banque africaine de développement, le Rwandais Donald Kaberuka, avait proposé que chaque État instaure une nouvelle taxe de 0,2% sur les importations. Selon ses calculs, cette taxe devait rapporter 1,2 milliard de dollars en 2017. La première chose, il faut que les Africains et les chefs d'État acceptent de se dire la vérité. En réalité, ils ne sont pas, en tout cas pour une partie importante, engagés à donner le rang, je dis bien le rang et le niveau que doit avoir l'Union africaine. C'est-à-dire qu'il faut en fait sous-traiter une partie du pouvoir national vers le pouvoir supranational au niveau de l'Union africaine. Et ce n'est pas un problème budgétaire, c'est un problème politique. Maintenant, il y a un deuxième problème. Si le transfert se fait, il ne faut pas non plus que ceux qui ont donné plus d'argent pensent que c'est eux qui vont contrôler l'organisation. Parce que c'est ça le deuxième problème, qui explique le premier. Le budget de l'Union africaine provient à plus de 50% des bailleurs étrangers et ces programmes sont financés à 97% par les donateurs. Les dirigeants africains plancheront par ailleurs sur les crises qui secouent le continent, notamment la guerre civile au Soudan du Sud ou le Sahara occidental. En fin de sommet, le président français Emmanuel Macron, qui y prend part, discutera avec ses homologues du G5 Sahel sur l'opérationnalisation de cette force qui a vocation à lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Alors l'Union africaine financée à hauteur de 80%
par l'extérieur, notamment l'Europe. L'une des réformes phares vise donc à l'indépendance financière de l'institution, et ce notamment grâce à la taxe dite Kaberuka, c'est 0,2% sur les produits importés par les pays africains. Mais pour l'heure, à l'heure où l'on parle, il n'y a qu'une vingtaine de pays sur les 55 qui ont consenti à appliquer cette taxe. Dianzia Oris Armel Bonhoulou, cela veut dire que les Africains ne sont toujours pas disposés à financer finalement leur souveraineté? Effectivement, l'absence de plusieurs pays, d'abord même au sommet de l'Union africaine, démontre que les Africains ne sont pas aussi unis qu'on le pense. Voilà. Donc le problème est d'abord politique avant d'être économique. Pour bien m'expliquer, il faut partir d'abord dans l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire nous révèle? C'est qu'au lendemain de l'indépendance, à l'aube de la création même de l'Union africaine, il y avait deux tendances qui s'affrontaient. Il y avait le groupe de Monrovia, il y avait le groupe de Casablanca. D'autres n'ont demandé à ce que les frontières issues de la colonisation soient maintenues. D'autres ont demandé aussi le fédéralisme dans les États-Unis d'Afrique. Donc déjà, ces conceptions non divergentes existaient déjà bien auparavant. Et c'est ce qui a découlé des conséquences néfastes. Vous voyez, bien après ça, à la CUNCED, à la conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, qui a eu lieu à partir de 1964, les États africains avaient demandé déjà aux États riches de l'Occident de corriger certaines inégalités que subissaient les pays africains. Et qu'est-ce qui a été décidé? Il a été décidé que le transfert de la technologie devait être effectué. Il a été décidé aussi donc, que la dette devait être annulée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il a été décidé que les États riches devaient consentir 1% de leur budget pour aider les pays africains. Dès cet instant, nous avons accepté d'être des éternels assistés. À partir de cet instant. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La plupart de ces pays africains, depuis l'OUA jusqu'à l'UA, ont été incapables donc, de financer, de s'acquitter de leurs cotisations. Voilà. Et ça a été vraiment le véritable problème. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette organisation a dépendu catégoriquement de l'Occident. Elle a dépendu de l'ONU, elle dépendait aussi de l'Union européenne qui finançait. Alors que celui qui finance normalement est celui qui va vous dicter sa politique. Voilà, et ça a été toujours le cas. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'Union africaine? On constate que 73% du budget émane de l'étranger. Mais à partir de ça, on peut dire non que l'institution, d'abord, n'est pas indépendante. On ne peut pas même mentionner même le thème de l'indépendance, puisque déjà, vous n'êtes pas capable non, d'être indépendant financièrement. Voilà. Et l'aide vient à 73% de l'étranger. Je pense vraiment que l'Union africaine, cette unité-là est loin d'être une réalité. Elle est vraiment loin d'être une réalité. Ça, il faut le reconnaître. Alors, une dépendance qui varie. Alors, certains parlent de 50%, on entend parfois parler de 70%, et voire même 80% suivant les années. Blaise Ndoumbe, sans autonomie financière, l'Afrique ne peut pas être crédible sur la scène internationale? Oui, je crains qu'on soit dans un cercle vicieux qui nous maintienne dans cette notion de dépendance dans laquelle, il l'a très bien expliqué, qui est historique. La division vient de très loin. Mais moi, j'ai toujours considéré qu'il y a plusieurs Afriques, en réalité. On essaye de se construire une Afrique unie, alors qu'à la base, elle n'est pas homogène. Donc il sera compliqué pour des peuples qui sont aussi disparates et qui ont aussi autant de différences, de concevoir une unité réelle entre le nord de l'Afrique dite blanche, et l'Afrique noire. Déjà, pour moi, ça a toujours été quelque chose. Mais même au sein de l'Afrique subsaharienne, il y a également beaucoup de disparités. Les disparités sont certainement liées à l'histoire de cette Afrique-là, qui peut quand même, avec une certaine homogénéité au niveau des cultures, se rapprocher davantage. On a également l'influence occidentale, qui a tout intérêt à maintenir une Afrique dans une situation de dépendance. Mais aussi la responsabilité des Africains, il l'a décrit tout à l'heure, qui est celle de s'autonomiser. Si vous n'êtes pas indépendant financièrement, vous ne pouvez pas appliquer une politique. Vous ne pouvez pas. Parce que vous dépendez militairement des gens, vous dépendez économiquement des gens, vous dépendez même culturellement des gens, puisque vous appliquez au travers de l'UNESCO et d'autres systèmes bien implantés, FMI et autres banques mondiales, leur programme à eux.
vous en dépendez. Vous partez déjà, vous êtes lesté dès les indépendances avec des dettes. Notre ami économiste le dira certainement mieux que moi. Vous êtes lesté dès le départ de vos indépendances avec des dettes. Le capitaine Thomas Sankara le disait déjà à son époque, au sommet de l'OUA. Il dénonçait déjà ça. Et cette indépendance, si on ne l'a pas financièrement, on ne s'en sortira jamais, puisque tout intérêt, je le disais tout à l'heure, l'intérêt des Occidentaux, c'est de nous maintenir ainsi. Et si on joue leur jeu, évidemment qu'on continuera dans une situation qui ne nous aidera pas à nous en sortir. Pourtant, on dispose de tout. On l'a dit ici à plusieurs reprises, l'Afrique dispose quand même de 30% des ressources mondiales. Pourquoi se trouve-t-elle en difficulté aujourd'hui ? Alors, une question de volonté politique. Alors, beaucoup parlent de l'Occident qui a tout intérêt à maintenir l'Afrique dans cette situation, mais c'est d'abord la responsabilité des Africains, Auguste Mpako. Oui, tout à fait. Je pense que notre camarade a dit l'essentiel tout à l'heure quand il a dit que c'est une question politique. Et la question politique n'a jamais été résolue. Et tant qu'on n'a pas résolu la question politique, ce n'est même pas la peine de se préoccuper de la question financière. La question financière, j'allais dire avec provocation et anecdotique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand vous dites que les chiffres le disent, l'Afrique est financée, enfin les institutions africaines sont financées à 75% par l'étranger. On sait que cet étranger ne finance jamais pour rien, donc cet étranger trouve bien les moyens de récupérer ces 75%, voire davantage. Donc, tant qu'on n'a pas résolu la question politique, on ne s'est pas attaqué à la question politique, quand on voit qu'un sommet aussi important, tous les autres sommets sont importants, mais celui-ci en particulier, il n'y a que 20 chefs d'État qui sont présents. On voit bien qu'ils n'attachent pas une importance à la solution politique qui ne peut passer qu'au niveau continental. Alors justement, seule une vingtaine de chefs d'État africains a fait le déplacement à Nouakchott. Comment comprendre cela alors que le président Macron, le président français, lui, a fait le déplacement? Non, mais ce sont des mésententes notoires que nous connaissons depuis longtemps. Par exemple, le roi Mohamed VI refuse catégoriquement de venir parce que l'UIA a pris position en faveur du Sahara occidental. Vous voyez un peu ce genre de... Il n'y a pas que le Maroc, voilà, on a notamment le président de la République démocratique du Congo qui C'était juste des exemples. C'était juste des exemples. Oui. Voilà pour démontrer que, vous savez, au niveau de l'Union africaine, il y a... Moi, je divise, je les catégorise en deux grands groupes. Voilà. Il y a quand même des chefs d'État qui ont la volonté. Et les chefs d'État qui ont la volonté, il y en a eu depuis des lustres, non, ici en Afrique. De Thomas Sankara, en passant par Kwame Nkrumah, Mandela. Il y a eu des chefs d'État qui ont eu la volonté. Mais nous n'avons pas compris comment est-ce que ces personnes ont terminé. Tout à l'heure, vous avez parlé de la taxe sur les produits importés. La taxe au Kaberouka. La taxe, en réalité, sur les produits importés est une idée du l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qu'il avait invoquée depuis l'année 2008 au niveau de la CEDEAO. Il avait déjà préconisé à ce que nous taxons tous, puisque nous sommes de grands importateurs de matières premières, nous fixons clairement des taxes sur nos produits importés, ce qui allait renflouer les caisses des organisations, des organismes régionaux ou même de l'UA en particulier. Et ça va nous empêcher de dépendre forcément des donateurs et des... Donateurs, c'est un bien grand mot. Des donateurs de ces occidentaux. Voilà. Donc, la plupart des chefs d'État africains qui s'investissent considérablement pour l'unité africaine, on a comme l'impression que vers la fin, ces chefs d'État sont écartés pour des raisons que nous ignorons. Alors, voilà. Oui, comment expliquer voilà. En tout cas, ce sommet intervient 6 mois après celui qui a été initié en janvier par le président Paul Kagame. Comment comprendre l'absence de la moitié, quasiment plus de la moitié des présidents africains? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas d'accord avec la ligne que tente d'impulser, une ligne d'indépendance que tente d'impulser le président rwandais Paul Kagame, qui préside également l'organisation?
Alors, on peut trouver plusieurs sortes d'explications, mais mes collègues l'ont déjà dit. D'abord, c'est un scandale en soi, il faut le dire. 20 chefs d'État, un sommet qui se tient en Afrique pour les intérêts africains majeurs, dont l'indépendance des institutions africaines, c'est un scandale. Déjà que ces chefs d'État ne s'y présentent pas. Mais on peut trouver également des raisons diverses et variées pour chacun d'eux. Quelques pays sont dans des situations intérieures compliquées. Je passe le Cameroun et d'autres pays, même si on notera que le président camerounais ne se présente pas spécialement à ces sommets-là, pour ceci que ce cas-là. Mais il y a d'autres cas également de présidents, comme le président du Congo, qui ne s'est pas présenté non plus, et d'autres chefs d'État. Mais ça montre que ces pays africains ne sont pas encore assez matures, même dans leur conception du vivre ensemble, c'est-à-dire dans une communauté africaine. On l'a vu également par le leader africain que le collège français, américain et anglais ont tué, hein, le président Kadhafi, qui prônait, lui, une unité africaine. Il ne l'a pas cité tout à l'heure, mais ça faisait partie, pour quelqu'un qui est plutôt du côté maghrébin, d'avoir une intention de ramener toute une Afrique autour de lui en y mettant les moyens financiers. Cette fois-ci, il mettait les moyens financiers. Il a été torpillé par son action, non pas seulement par les Occidentaux, bien que je décris toujours cela, mais aussi par les Africains eux-mêmes. C'est aux dirigeants africains de se prendre en charge. Il avait les moyens financiers pour mener la barque, créer une monnaie, rendre autonome notre institution, etc. Il a été torpillé par nous-mêmes, qui ne l'avons pas suivi dans ce combat-là. J'ai fait partie de ceux qui étaient dans certaines réunions secrètes ou internes ici à Paris, pour la diaspora africaine en France, qui ont participé à l'idée qu'il se faisait de l'Afrique, qu'il voyait venir. Mais évidemment que c'est... Notre économiste l'a dit tout à l'heure, les intérêts étant divergents entre nous qui voulons nous autonomiser, donc couper les liens directs avec ceux qui nous ont colonisés, il y a une guerre qui se fait, fondamentalement. Donc des divisions au sein même de l'institution sur la ligne à prendre. Alors, ce matin, on entendait le président de la commission, M. Mahamat, qui disait finalement reprocher aux États-Unis de ne pas s'impliquer davantage dans le financement, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Alors, bien sûr, c'est un phénomène qui concerne tout le monde, mais ça se passe en Afrique. Est-ce que ce n'est pas à l'Afrique de prendre en charge aussi cette problématique ? Oui, tout à fait. C'est d'abord aux Africains de régler le problème. Et je suis convaincu, je ne vois pas comment les étrangers, les États-Unis, on l'a vu avec ce qu'ils ont essayé, je crois, c'était quel pays où ils ont laissé des soldats, et qui est toujours en guerre depuis 20 ans. En Somalie. En Somalie. Oui. On l'a vu en Somalie. On a vu que ça ne suffit pas la puissance. Et quand il y a un problème politique, il faut le résoudre. Les problèmes politiques ne sont résolus que par la politique. Et donc, les États africains, en réclamant... D'accord, on a besoin de coopération. C'est sûr qu'une question aussi importante que le terrorisme aujourd'hui, on ne peut pas, surtout avec les États fragmentés comme nos États, on a besoin de le traiter au niveau continental. Et sur ce point, toutes les aides, et pas forcément financières, parce que là, pour le coup, ce n'est pas nécessairement les aides financières. Nous avons un problème politique et le terrorisme aussi est une question politique. C'est deux lignes qui s'affrontent aujourd'hui au sein de l'Union africaine. Oui, concernant la guerre contre le terrorisme, je pense que d'une part, le président de la Commission africaine, M. Mahamat, n'a pas aussi tort de demander l'intervention des Américains, puisque la guerre mondiale même qui a été déclenchée contre le terrorisme, c'est moins les Américains. C'est les Américains qui ont décidé à ce que la guerre contre le terrorisme soit universalisée. C'est les Américains qui ont intégré les Africains à la lutte contre le terrorisme. Or, pourtant, ce phénomène-là, le terrorisme, aujourd'hui, il est difficile pour un État africain de lutter contre le terrorisme, puisqu'on n'a ni les moyens financiers, on n'a ni la capacité même technologique. Alors que ce sont les Américains, je vous rappelle, depuis 2001, depuis 2002, après les attentats du 11 septembre, qui nous ont demandé de lutter contre le terrorisme. Et depuis 2001, les Américains ne font que s'investir. Ils ont mis en place des projets politiques, des initiatives à caractère régional, comme la Pan-Sahélan Initiative, qui a été financée par Washington depuis 2002, qui visait à surveiller le Sahel, tout ça. Donc les Américains, normalement, c'est eux qui ont déclenché la guerre, c'est eux qui ont pris l'initiative de l'universalisation de la lutte contre le terrorisme. Donc c'est tout à fait normal que les États-Unis continuent dans ce domaine-là de soutenir
les États africains de soutenir la politique africaine de sécurité. Mais comme on le constate en nous jeunes, plusieurs doutes peuvent émaner de cette politique, puisque depuis 2002, que les Américains, que les armées étrangères sont là, que nous recevons les financements, le terrorisme n'a pas été éradiqué. Et puis encore, il n'a fait que prendre une ampleur considérable que nous n'avons jamais vu depuis 2002. J'allais le dire, mais il ne faut pas que ce soit l'hôpital qui se foute de la charité, passez-moi l'expression. On ne peut pas en même temps vouloir combattre le terrorisme et en être l'instigateur. On prend l'exemple de la Libye. La Libye était un pays stable. On savait très bien qu'y aller mettre son pied de la façon dont on y allait était une façon de déstabiliser toute une région. Et c'est le cas. Aussitôt, je vous passe les expressions du président Kadhafi à l'époque, qui disait que si vous déstabilisez mon pays, vous aurez l'Afrique à vos frontières. Donc ce qui s'est passé par la suite. Mais peu importe, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même la main étrangère, la main occidentale, pour des intérêts que je ne citerai pas ici parce qu'ils sont assez compliqués. Il y a des procédures en France contre des personnes qui se seraient impliquées dans l'affaire libyenne, mais au moins de façon à ce qu'on observe aujourd'hui avec la dissémination des armes dans toute l'Afrique, dans tout le Sahel, jusqu'à l'Afrique noire, au Nigeria, avec Boko Haram qui est né, qui est alimenté, les mouvements islamistes qui sont autour de l'Algérie, en dessous de l'Algérie, au Niger, qui déstabilisent toute cette région, c'est quand même dû à ceux qui prétendent aujourd'hui nous apporter leur concours. Alors, on continue, pardonnez-moi, hein, on va marquer une très courte pause, on continue de parler de ce sommet de l'Union africaine qui se clôture d'ailleurs dans quelques instants. On marque donc une très courte pause et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.